Alors, quelles sont les perspectives qui se dessinent devant l'initiative des Trois Mers? Comment ce bloc pourra-t-il changer le paysage géopolitique régional? Comment la Russie et la Chine défendent-elles leur position face à l'activité de l'Alliance? Pour répondre à toutes ces questions, nous rejoignons Pierre Lerin, écrivain et spécialiste du monde post-soviétique et de la Russie. Monsieur Lerin, bonjour. Bonjour. Pourquoi, selon vous, l'initiative des Trois Mers est-elle apparue sur l'échiquier régional? Quels étaient les principaux motifs de sa création? Je crois qu'il y a simplement une convergence d'intérêts, au départ en tout cas, entre les pays, les anciens pays de l'Europe de l'Est qui étaient sous domination soviétique, plus l'Autriche qui est venue se greffer parce qu'elle a un intérêt économique à le faire. Et il s'agissait au départ, dans le contexte du durcissement de la politique européenne après l'affaire d'Ukraine, et le rattachement de la Crimée à la Russie, il s'agissait comment dirais-je, de valoriser ce que ces anciens pays sous domination communiste pendant plusieurs décennies pouvaient mettre en commun de manière à asseoir un nouveau développement, à établir des lignes de communication en Europe qui ne soient plus Est-Ouest, mais également Nord-Sud, et de là, cette initiative qui se réduit en gros à une entente économique entre les entreprises, entre les gouvernements, mais très floue, mais surtout deux projets majeurs, une voie de transit et de transport du nord au sud, c'est-à-dire de la mer Baltique jusqu'à l'Adriatique et à la mer Noire par la Grèce, et surtout une voie énergétique qui transporterait du gaz naturel liquéfié depuis le port de la Baltique Klaipėda jusqu'à l'ensemble de l'Europe et également depuis un port en Adriatique, en Croatie, qui ferait de même. Donc, disons que ce corridor énergétique serait une réponse aux doutes qui émergeaient à l'époque sur le destin du gazoduc Nord Stream 2 qui était en voie de mise en place. Mais cette initiative est restée, elle comprend aujourd'hui 12 membres qui, selon vous, y jouent le rôle moteur. Le rôle moteur est joué par deux pays qui sont à l'initiative de l'initiative justement des Trois Mers. Ce sont la Pologne et la Croatie. Il se trouve que le président polonais Andrzej Duda et la présidente croate Kolinda Grabar-Kitarović ont été élus en 2015. Ils sont arrivés au pouvoir à ce moment-là. Et donc, dans leur esprit, en particulier dans l'esprit du président Duda, c'était le moment de lancer cette initiative qui faisait dans l'esprit polonais référence à la volonté polonaise de créer une sorte de fédération qui irait justement de la Baltique jusqu'à la mer Noire et à l'Adriatique et qui date d'avant la Seconde Guerre mondiale et même bien avant. Et ces deux pays, pour des raisons sensiblement différentes, voulaient sortir d'une sorte enfin en tout cas pour la Croatie, d'une sorte de réduction dans un coin de l'Europe, puisqu'effectivement la Croatie se trouve relativement au sud et relativement isolée, et la Pologne, en revanche, voulait plutôt asseoir une sorte de, non pas de domination, parce qu'on n'est pas dans les problèmes de domination, mais surtout une prééminence économique qui pouvait lui être profitable. Et c'est cela qui a fait que l'initiative est née. Merci beaucoup, Monsieur Lerin. Nous allons poursuivre notre analyse tout de suite, mais nous vous retrouverons à la fin de cette émission pour plus de détails sur ce thème. Merci encore. Même si le bloc ne fonctionne pas encore à la hauteur des attentes, il génère déjà des tensions dans la région et au-delà. L'initiative des Trois Mers va-t-elle enfin décoller en tant que force régionale ou restera-t-elle une plateforme secondaire limitée sur le plan économique ?
Pour y voir plus clair, nous rejoignons à nouveau Pierre Lerin, écrivain et spécialiste du monde post-soviétique et de la Russie. Monsieur Lerin, pourquoi, selon vous, les États-Unis soutiennent-ils si ardemment l'initiative des Trois Mers? Il y a un intérêt économique pour les États-Unis qui est évident. C'est vendre leur gaz naturel liquéfié en Europe et ils sont en concurrence évidemment avec le gaz russe qui lui est un gaz naturel non liquéfié et qui vient par gazoduc directement de Russie. Mais il y a également un autre intérêt qui est l'intérêt politique. C'est-à-dire il s'agit pour les États-Unis de maintenir cette zone qui leur est favorable. On se souvient que depuis la guerre d'Irak, en Europe, il y avait deux visions. Il y avait une vision qui était soutenue par la France et l'Allemagne, qui était hostile à la guerre d'Irak, mais il y avait également une vision très favorable à la guerre, qui était tenue par 8 États de l'Est de l'Europe. Et ce sont ces États-là qui constituent le noyau, le cœur de l'initiative des Trois Mers. Et pour les Américains, c'est très intéressant de maintenir une sorte de cohésion autour de l'Alliance Atlantique, puisque ces pays sont également membres de l'OTAN. Est-ce que cette initiative, elle éloigne ces 12 pays justement de la vision politique de l'Europe de l'Ouest? Disons que pour le moment, non, il n'y a pas de divergence dans la mesure où les pays de l'ouest de l'Europe sont sensiblement sur la même ligne atlantiste et que, en particulier, la politique européenne se focalise beaucoup sur l'Ukraine et sur la menace que ferait peser la Russie sur l'Ukraine et les États baltes, qui est une menace qui n'a pas de fondement, mais c'est pour les États européens et pour les États-Unis, en gros pour les pays de l'OTAN, c'est un moyen de renforcer la cohésion. On est toujours obligé, lorsque les choses ne vont pas très bien, de trouver un ennemi commun pour resserrer les rangs et pour dire, regardez, il faut que l'on se tienne ensemble pour faire face à un adversaire. Qui est l'ennemi commun, M. Lerin? C'est la Russie actuellement. Il n'y a pas d'autre ennemi en Europe possible. Et quand je parle d'ennemi, c'est le terme qui est employé très souvent par les responsables européens. Ils ne parlent même pas d'adversaire. Ils parlent très souvent d'ennemis, sous la pression certainement de ce qu'ils pensent être leurs opinions publiques. Mais ce qui est très important, c'est que à terme, et d'ici pas très longtemps d'ailleurs, parce que à l'issue du sommet entre le président américain Joe Biden et le président russe Vladimir Poutine, il semble qu'il y ait une amorce non pas de rapprochement, mais au moins de volonté de supprimer les aspérités dans la relation, de manière à pouvoir avoir un socle de négociation sur certains sujets qui sont d'intérêt général. Et de ce fait, les pays européens se trouvent pris entre la volonté de ces pays de l'Est de l'Europe de continuer à voir dans la Russie l'adversaire et les pays de l'Europe occidentale qui, eux, tendent plutôt à essayer de voir s'il n'est pas possible de négocier. Et ce qui est très significatif, c'est que le président Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel ont essayé de demander à l'Union européenne d'engager des négociations avec la Russie, et l'Union européenne a refusé, malgré le poids de ces deux chefs d'État pour Macron, chef de gouvernement pour Merkel. Et ça, c'est très significatif, parce que cela signifie que le poids de ce groupe de pays, et puis d'autres qui viennent autour, est déterminant actuellement pour définir une politique européenne. Et ça, je crois que ça ne peut pas durer très longtemps. Merci beaucoup, Monsieur Lerin. Pierre Lerin,
écrivain spécialiste du monde post-soviétique et de la Russie, était aujourd'hui dans cette émission pour apporter son éclairage. Merci encore à vous.